Est-ce que vous avez lu les Harry Potter? Non. Non, je les ai vus, mais je les ai pas lus. lus. Exact. Ouais. Moi non plus, je les ai pas lus. C'est la même année que Le Seigneur des Anneaux. J'étais pas dans une bonne année de cinéphile. Le Seigneur des Anneaux, ça m'a un peu assommé. Puis il me semble que le premier film de Harry Potter, je suis pas sûr que je me suis rendu jusqu'à la fin. Ça a été ça mon... Ça vaut la peine, c'est mon bon expérience. pourtant. Ouais. Oui. Ben, il faut avoir un esprit ludique, là. C'est pas nécessairement ton cas, mais... Tu t'installes avec Sinon- les enfants pour regarder ça. Là. Faut être ouvert. C'est un bon moment. Faut être ouvert d'esprit Puis, un minimum. Aimer ça, s'amuser. Fait que c'est bonne chance. Non, mais je fais référence à ça parce qu'il y a un des chefs, au débat des chefs, qui a utilisé l'expression c'est des histoires d'Harry Potter, en voulant dire, je pense que c'était une question sur les cadres financiers, là, puis d'où allait venir l'argent, puis que ça allait prendre, faire un peu de magie pour y arriver. Mm-hmm. Puis je me disais, moi, c'est ça que je craignais des Blue Jackets de Columbus. L'effet Harry Potter, l'effet de la magie. Mais ils l'ont eu. Ils ont remporté leurs 6 derniers matchs. Là. C'est dommage que... Il n'aurait 20. pas pu en faire plus que ça. Non. Tu sais. 20-2, les 4 derniers. Ouais. 2 blanchissages là-dessus. Ah non, c'est ahurissant. Puis, c'est ça. Moi, c'est de ça dont j'avais peur. Quand on s'est réunis lors du dernier enregistrement, je me disais, il y a du Harry Potter là-dedans. Mais finalement, Harry est arrivé court. Et Voldemort a retiré 6 joueurs de son alignement Bravo, en c'est dernier bon. match contre le Canadien. Et ça, sans les avoir lus. C'est bon, Oui, Martin. oui. Bravo. Voilà. Reste que j'ai une petite empathie pour les Blue Jackets ce matin. Je trouve qu'ils ont eu une saison très honorable. Ils auraient mérité d'être là. Ça m'aurait pas dérangé que cette équipe-là se retrouve Non, en c'est séries ça, éliminatoires. c'est ça. Là. Même au dépend de l'équipe que tu couvres. Ben, je suis content que l'équipe que je couvre soit en série parce que ça nous permet de les couvrir plus longtemps. Puis je pense que c'est le fun pour la ville. Là. Ça fait changement, disons ça aussi. Oui, absolument. Mais autrement, je pense que Columbus aurait été... bon. Ils ont tellement eu un beau momentum durant toute l'année. C'est une belle histoire d'une certaine manière. Oui. C'est une histoire de groupe qui s'est tenu. On parle beaucoup de résilience à Montréal. Mais Ouais. je pense qu'à Columbus aussi. Puis c'est une équipe qui historiquement a de la difficulté à se donner un élan puis à le garder. Puis là, dans des circonstances difficiles, je pense qu'ils ont réussi à se rallier. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent pour cette équipe-là parce que ils ont plusieurs bons jeunes joueurs, puis la deuxième moitié de saison d'Adam Fantilli était assez impressionnante. Oui, absolument. Donc, notre segment sur les Blue Jackets à l'ouverture de la saison prochaine, à ne pas manquer. Non, mais il y a quelque chose pour vrai à souligner du côté des Blue Jackets parce que ça a été une des bonnes équipes de la Ligue nationale, une des équipes qui s'est améliorée le plus à 5 contre 5, qui est un aspect fondamental pour avoir du succès dans cette ligue-là. Contrairement aux Canadiens, c'est drôle que le Canadien se qualifie en série devant les Blue Jackets parce que les Blue Jackets sont meilleurs. Ben, fondamentalement, au début de la saison, on se disait si le Canadien veut participer aux séries, il faut qu'il accorde 30 buts de moins, il faut qu'il en marque 30 de plus. Et puis le Canadien est passé par un détour, n'a pas réalisé ça. Puis surtout, à 5 contre 5, le Canadien a eu des moins bons résultats cette saison que la saison dernière. Alors que, je regardais les chiffres hier, puis Columbus a marqué 20 buts de plus à 5 contre 5 cette année. Il en a accordé 16 de moins que la saison précédente. C'est vraiment un gros pas en avant. Ça a été une des bonnes attaques de la Ligue nationale à force égale. Alors, habituellement, quand tu progresses comme ça, ils ont eu un progrès net au classement, là, mais ces indicateurs-là, souvent, te placent en séries éliminatoires, puis ils les ont ratés de peu. Alors, c'était la minute d'appréciation Oui. pour les Blue Jackets de Columbus. Ça se peut qu'on déménage. Ça se peut qu'on aille faire le balado là, à compter de la saison prochaine. Aller entendre du canon un peu. Oui, ça d'ailleurs, Jacques-Alexis pourrait en ajouter constamment dans la réalisation. Puis il n'y a rien que les gens aiment plus que des coups de canon dans les oreilles quand ils écoutent un produit. C'est épouvantable. C'est épouvantable. OK, aujourd'hui, alors, il y aura un printemps, une province, 2 équipes. Et qui gagne la coupe cette année? C'est tellement OK. Épisode 398. Avec
votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Messieurs, mes hommages. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est une victoire pour une organisation qui est partie à zéro. Puis une province, des fans qui sont en arrière de nous autres, qui croient en ce qu'on essaie de faire. On les a sentis toute l'année. Je pense qu'on a squeezé tout ce qu'on pouvait squeezer de tout le monde cette année. Puis des fois, on manquait de jus, mais on allait leur chercher avec les fans dans le building. Fait que je pense que c'est une grosse... c'est une victoire pour tout le monde. Martin Saint-Louis qui commentait donc le résultat du dernier match, puis ultimement la qualification pour les séries éliminatoires. Faisons les choses dans l'ordre. On va bien sûr se pencher sur l'affrontement contre les Capitals de Washington. Mais avant, un mot sur cette saison. Un mot, bonne chance. Mais il y a quand même... et ça aussi, ce sera à surveiller dans notre segment sur nos prévisions pour la saison prochaine, parce que, enfin... faudra partir. On verra d'où est-ce qu'on part à ce moment-là, mais on vient de toucher un peu là, à certains thèmes. Oui, c'est une qualification, mais reste qu'il y a... Est-ce qu'il y a du Harry Potter là-dedans, peut-être? Je sais pas. Parce que statistiquement, c'est pas toujours... tu viens de dire qu'à 5 contre 5, il y a eu une régression. C'est pas toujours... évident d'appuyer ce résultat-là sur des chiffres. Oui, bien, habituellement, quand ton organisation existe depuis 116 ans et que tu connais le pire début de saison de l'histoire, c'était moins 23 à la mi-novembre, là, le bilan défensif, c'était le pire bilan défensif. C'était dernier du classement général le 15 novembre. Fait qu'habituellement, tu te classes pas en séries éliminatoires. Fait qu'on peut dire, en partant de là, on peut dire que c'était une saison... vraiment particulière. Il y a eu des exploits individuels qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Lane Hutson a quand même égalé un record vieux de 44 ans pour le nombre de mentions d'aide. C'est un corps arrière qui est arrivé chez le Canadien. Ça manquait à cette équipe-là. Nick Suzuki a eu la meilleure saison de sa carrière, à mon sens. Il a porté cette équipe-là sur ses épaules dans le dernier droit. Mais quand tu regardes les statistiques collectives, ça reflète pas, je trouve, l'importance des exploits individuels qu'on a vus. Là. Le Canadien, je le mentionnais tantôt, a été moins bon que la saison dernière à 5 contre 5. Les unités spéciales, l'avantage numérique s'est amélioré un petit peu. C'est le désavantage numérique qui a fait un travail colossal, qui a apporté la plus grande amélioration à cette équipe-là. Puis, il y a des buts qui ont été retranchés par rapport à la saison dernière. Des buts à 5 contre 6 en fin de match. Ça, c'est des situations très pointues dans un match ou dans une saison. C'est pas des indicateurs, c'est pas des situations de jeu importantes comme le 5 contre 5 qui sont habituellement... Qui donne la trame narrative d'une saison. Mais ça a été une équipe résiliente, une équipe jeune qui a foncé, qui a été frondeuse, qui a fonctionné en montagne russe, qui n'a pas eu d'aide à la date limite des transactions, qui a fonctionné, puis qui est arrivé sur les vapeurs d'essence à la fin, mais qui a réussi à se qualifier. Et je pense que le groupe va ressortir grandi de ça. Mais tout le monde semble considérer que là... C'est fini la reconstruction. C'est ça, le tunnel est franchi, puis là, ça va être... le train va rouler au soleil pendant des années. C'est peut-être pas ça. Alors, faut savourer ces séries-là, qui vont être une expérience importante pour cette jeune équipe. Mais... je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça au mois de novembre. C'était de la science-fiction. La discussion qu'on a aujourd'hui, c'était de la science-fiction. C'était du Harry Potter. Exactement. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut savourer le moment parce que c'est tellement déjà une victoire cette saison-là pour le Canadien qui est un peu en avance, peut-être un an en avance sur ses projections à l'interne. L'objectif clair de faire les séries, je pense qu'il l'aurait probablement verbalisé l'automne prochain parce qu'ils ne l'ont pas fait cette année. Eux autres, c'était d'être dans la course. Ils ont réussi à l'être, à le demeurer, puis finalement à gagner cette course-là. Est-ce que ça fait du Canadien une équipe qui est si bonne ou qui est si redoutable? Elle arrive en boitant quand même en séries éliminatoires. Là. Les 6 derniers matchs, le plus de lancers qui ont cadré dans un match, c'est 22.
dans les 6 derniers matchs. C'est pas une équipe de volume. Non, mais c'est pas une équipe de volume, mais sinon, c'est... Et non. Mais, non, heureusement, c'est atypique. Il y a plusieurs indicateurs qui sont un peu inquiétants, en fait, et puis que tu les regardes jouer aussi juste à l'œil nu, que ce soit l'avantage numérique, que ce soit le temps passé dans leur zone, que ce soit l'efficacité en sortie de territoire. Il y a bien des éléments qui accrochent, mais il faut un peu faire abstraction de ça puis se dire, ben là, c'est le bon vieux cliché de c'est une nouvelle saison qui commence. Le Canadien a eu un historique quand même assez bien étayé depuis 25-30 ans d'arriver en séries éliminatoires et de surprendre quand il est un négligé. Là, il va être solidement négligé face aux Capitals de Washington. Puis, je terminerai, puis c'est peut-être pas... C'est pas à propos du Canadien en tant que tel, mais je vais faire cette observation-là au lieu d'attendre le 3e match. C'est par rapport à ce que Martin a mentionné dans l'extrait que tu viens de faire jouer. L'appui des partisans. Il y en a beaucoup été question. Martin a dit il me semble qu'on parle souvent du Centre Bell. Lors d'un épisode précédent, Martin, tu disais ça. Puis je réalise que cette reconstruction-là qu'a vécu le Canadien et le fait que les amateurs ont embarqué a changé la façon dont les gens qui sont au Centre Bell apprécient un match de hockey et viennent appuyer leur équipe. Il y a une chose qui a disparu pendant cette reconstruction-là, puis c'est les huées. C'était une foule qui était prompte à huer le Canadien quand les choses ne fonctionnaient pas. 2 avantages de suite où on n'arrive pas à s'organiser. Boum, les huées sortent. L'équipe perd des huées. Ouais. C'est à peu près quelque chose qui a disparu du Centre Bell. Et avec ça est revenu une espèce d'élément d'endroit difficile où jouer à cause de l'énergie justement que la foule insuffle à son équipe. Ça faisait des années que le Centre Bell n'était pas un endroit qui souriait particulièrement aux Canadiens. Il y a eu des saisons où ça a mieux été, en 2019 entre autres, je pense en 2015 ou 2016. Mais tu sais, ça faisait un bon moment que le Canadien n'était... à l'aise. Il ne se sentait pas rentrait pas chez lui en disant « Ah, OK, good, on est dans notre domicile puis ça va se passer à notre manière. » Puis c'est un peu plus dans cette direction-là que ça a été cette année. Puis je trouve que c'est encourageant pour la suite. Reste que... Oui, vas-y. Je sais pas. Moi, je pense que auparavant, quand le public était très exigeant, ça forçait les joueurs à se surpasser. Il y avait comme... c'est un couteau à 2 tranchants. Il y avait une relation amour-haine, amour inconditionnel, haine ou contestation. Sévérité. Sévérité. Ouais. Qui faisait en sorte que, les joueurs disaient c'est un marché exigeant. Là, écoute, je trouve qu'on est passé à un extrême. On dirait qu'il y a comme une mémoire, une mémoire collective qui sont perdues. Je trouve que c'est une très bonne observation que fait Marc-Antoine sur le fait que le climat a changé. Mais je donne l'exemple un peu, l'arrivée de Demidov au cours des 10 derniers jours, là, c'était comme si on n'avait jamais accueilli un joueur de hockey à Montréal. Et, c'est l'organisation la plus prestigieuse du hockey. Il y a un gars de 19 ans qui arrive, qui n'a pas posé un patin. Puis, écoute, l'autre station de radio où je collabore faisait imprimer des T-shirts de Mi-God. On est où? Je suis d'accord pour dire qu'il y a peut-être un peu d'excès, mais moi, de mon vivant, on n'a pas accueilli un joueur de cette... Non. Je ne veux pas dire pédigree, parce que c'est pas ça, là, mais qui générait autant d'espoir. Oui, mais on a déjà vu des joueurs... On a déjà vu des joueurs arriver à Montréal talentueux. Il y a Saku Koivu qui avait été accueilli à l'aéroport de façon un peu triomphale avant d'arriver avant le camp d'entraînement. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Vraiment, il y a un balancier qui s'est déplacé, puis là, on est rendu... On est rendu un peu comme les fans japonais de sport. Là, on regarde tout sous la lorgnette. Non, c'est bien, mais c'est le fun. C'est une énergie positive au Centre Bell. Puis les joueurs sont portés par ça puis ils l'apprécient. C'est tant mieux. Non, puis rassurez-vous, là, je vous dis, dans 2 ans, quand le Canadien ne sera pas capable de la mettre dedans sur 2 avantages numériques, ça va huer. On compare ça à l'époque où Carey Price... On compare ça à l'époque où Carey Price s'est déjà fait huer dans un match préparatoire... Oui, le fameux chill-out. Chill-out, on s'entend. Les temps ont changé. L'ambiance est différente. Cela étant dit, c'est ça. Fait que Nick Suzuki, Lane Hudson, Samuel Montembeault,
la rédemption d'Anderson, le bilan de la... Je vous fais un bilan de la saison express, là. Montembeault a été excellent. Encore face aux Hurricanes de la Caroline en deuxième période, c'est lui qui a sauvé la mise, jusqu'à ce que le Canadien marque 2 buts rapides. Mais on a tendance à... Je ne sais pas si c'est qu'on le tient pour acquis ou tout le monde entretient quand même un certain doute à son égard qui fait en sorte qu'on lui donnera jamais tout le mérite qui lui revient. Mais il y a certaines statistiques avancées qui suggèrent qu'il a survolé cette saison-là. Il a rendu de grands services, mais écoute, tu as commencé par mentionner le nom de Suzuki. C'est la meilleure saison de sa carrière. C'est devenu un joueur de centre de premier plan, un centre de premier trio. Puis je l'ai déjà mentionné à ce micro auparavant, mais là, c'est intéressant de voir qu'on a changé le discours. Au lieu de dire le Canadien a besoin d'un véritable premier centre, là, on cherche, il va falloir que le Canadien trouve un deuxième centre parce que son premier centre est là. Suzuki, c'est le paquet total. Oui. C'est ça. Non, puis c'est plus impressionnant. Et c'est intéressant le parallèle avec Montembeault parce que c'est ça, c'est comme si c'était long avant que la reconnaissance vienne. Mais bon, c'est comme les huées. Ça va venir et ça va revenir. Ouais. Et Marc-Antoine, je suis encore... Il est bon, hein? C'est bon ce qu'il dit. C'est bon ce qu'il dit. C'est la fine élite du journalisme montréalais. Mais là aussi, il y a un changement de culture parce que c'est vrai que Montembeault a été très bon cette année. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'il lui, il n'est pas arrivé dans la Ligue nationale avec fanfare et trompette. Ils n'ont pas fait faire de chandail. C'est un choix de troisième tour qui a été réclamé au balotage. Absolument. Puis... Bergevin avait dit on va le garder pour 10 jours en attendant que Carey soit correct. Et il y a quand même cette année, il est dans le top 5 de la Ligue nationale pour les buts sauvés, les buts empêchés par rapport à ce qui aurait dû être marqué. La saison dernière, je regardais, il a maintenu un taux d'efficacité supérieur à 900 dans 70 % de ses départs. Puis on l'a retenu, là, on ne le faisait pas jouer. Là. Dans les 4 dernières années, si ma mémoire est bonne, il y a seulement 8 gardiens dans la Ligue nationale ou 9 qui ont réussi à maintenir 70 % d'efficacité, 900 d'efficacité dans 70 % de leur départ. Fait que c'est un bon gardien. Je pense dont le travail est passé pas mal sous le radar. Ouais. Le changement culturel chez les partisans fait peut-être en sorte qu'on valorise plus les gars qui marquent des buts ou qui sont spectaculaires comme Hudson et tout ça. Mais ça prenait, avec une équipe qui n'était pas extraordinaire défensivement, s'il n'y a pas ces 24,6 buts marqués-là. La saison dernière, là, les 3 gardiens du Canadien, ensemble, ont sauvé 5 buts. Montembeault en a sauvé 24,6, puis Dobèche en a sauvé 9 en seulement 16 matchs. Puis j'ai sorti cette statistique-là cette semaine. Là, Dustin Wolf, le défenseur, le gardien des Flames de Calgary, que tout le monde disait doit être considéré pour le trophée Calder, saison extraordinaire. Il a sauvé quelque chose comme 11,9 buts ou 11,2 buts en 55 ou 56 matchs. Et Dobèche en a sauvé 9 en 16 matchs. Alors, les gardiens ont beaucoup fait le travail chez le Canadien. Et ça nous permet de se planter les dents dans ce duel, cet affrontement Washington-Montréal. Les gardiens de but, hein, c'est toujours une donnée importante en série. Évidemment, sauf à Montréal, moi j'ai lu des trucs à l'extérieur, là, Washington en 5. J'ai trouvé que c'était d'accord, là, Washington est favori. Puis à l'extérieur de Montréal, il n'y a personne qui va donner Montréal gagnant. À l'opposé de ce que j'ai entendu, selon ce que j'entends sur l'île, ou enfin dans la province, je devrais dire, il n'y a pas d'adversaire plus prenable que les Capitals pour le Canadien. Mais on s'entend qu'à l'extérieur du Québec, là, les Capitals vont être largement favoris. Ben oui. Et avec raison. Oui, d'accord. C'est quand même... C'est une des bonnes équipes de la Ligue. Là. Ben oui, absolument. Ils se sont tellement améliorés entre l'année dernière et cette année. Ils ont une attaque qui est plus diversifiée. Je crois également que... C'est sûr qu'ils ont mal terminé la saison. Je pense qu'à leurs 11 derniers matchs, ils ont donné quelque chose comme 4,3 buts en moyenne par match. Là, ça, c'est bon, ça, pour nous. C'est bon pour nous autres. Ça. C'est bon pour le Canadien. Ils ont perdu mais sauf qu'en même temps, c'est que si tu décides de dire ils ont mal fini,
sais, le Canadien, malgré sa fiche gagnante des derniers matchs, je peux pas dire, regardez cette équipe-là, puis dire, ils ont fini avec vraiment le vent dans le dos. On peut pas dire ça, non. Regardez bien ça aller, là. Ça va aller un moyen temps. Non. Mais il y a quand même des éléments. Moi, ce qui me préoccupe par rapport à cette série-là, entre autres, parmi les éléments qui me préoccupent, c'est que c'est une équipe qui est lourde, les Capitals, très efficace devant le filet. Et puis, le Canadien, devant son filet, nettoyer la vue de son gardien, des fois, c'est compliqué. C'est souvent ça qui mène à la confusion en zone défensive. Ouais. Je pense que ça part beaucoup de la capacité de l'autre équipe à établir de la circulation devant Samuel Montembeault. Donc, c'est deux choses qui ne tournent pas à l'avantage du Canadien. Heureusement, un des meilleurs joueurs des Capitals à 5 contre 5 cette année, Alexei Protas, est blessé à un pied et ne commencera pas la série, selon toute vraisemblance. En tout cas, il n'a pas recommencé à patiner. Fait que... Leur gardien numéro 1 n'est pas là non plus. Ça. Puis, c'est ça, leur gardien n'est pas là non plus. Alors, tu sais, il y a des éléments qui rendent les Capitals prenables, puis qui en font, en fait, moi, je me dis, ce n'est pas... en fait, c'est que si c'était un autre adversaire que le Canadien, je dirais, les Capitals sont mûrs pour se faire battre en première ronde. Mais est-ce que c'est le Canadien vraiment qui est cette équipe-là qui va être assez forte pour pouvoir venir à bout des favoris comme ça? J'en doute quand même. OK. Je vais rebondir là-dessus tout de suite puisque c'est frais dans ma tête. Mais tu parles de lourdeur devant le filet. Est-ce que vous entrevoyez des changements, des ajustements dans la formation pour ce genre d'affaires-là? Je pense à Arber Xhekaj, mettons, qui n'a pas joué beaucoup en fin de saison. Ou est-ce que... parce que ce serait un peu particulier, là, quoi, il n'a pas joué des 5-6 derniers matchs. Ce serait peut-être un peu particulier de l'envoyer. Je sais pas. Moi, je m'attends à ce que Suzuki soit une cible qui se fasse malmener dans cette série-là et que Lane Hudson aussi. Ouais. À un moment donné, il va peut-être falloir... Tom Wilson est capable de causer beaucoup de dommages. Là, et c'est ça. C'est une équipe qui est lourde, qui est capable d'être physique. Ce sont des décisions que Martin Saint-Louis va devoir, mais je pense pas qu'il va commencer la série avec Xhekaj. Je pense qu'il y a 2-3 semaines, on avait cette discussion-là ici, puis je disais, je pense que c'est Xhekaj qui va rester dans l'alignement, puis finalement, Struble est resté. Il a bien fait, puis il le méritait. Il a bien terminé. C'est pas étonnant. Ouais. Il a bien terminé la saison, mais ça, c'est le genre de décision, à un moment donné, si l'adversaire abuse, si Suzuki se fait brasser, si Caulfield se fait malmener, ça va peut-être prendre quelqu'un pour rétablir l'ordre, parce que dans une série 4-7, l'adversaire dans la face, soir après soir, le même adversaire, il y a des petites joutes individuelles qui se jouent, qui se prolongent de match en match. Puis le Canadien, ça repose sur quelques joueurs. Là. Fait que si on... Qui sont-ils? Xhekaj, mais tu sais, à part Non, mais tu sais, Suzuki, si on réussit à neutraliser ou à incommoder Suzuki, puis Hudson, puis à frapper énormément Matheson, qui joue beaucoup de minutes de jeu, là, ça peut devenir très, très compliqué très rapidement pour le Canadien. Il va falloir tenir compte de ça. L'aspect robustesse, puis Xhekaj, ce qui est un enjeu pour lui, c'est que quand tu dis, il est gros, affronter un gros adversaire, on a besoin de lui, puis de sa présence, tout ça, c'est correct. Sauf que quand tu n'as pas joué depuis longtemps, de dire, on va t'utiliser parce que t'es gros, puis t'apportes cet élément-là, évidemment, le message qui est lancé, c'est utilise ce poids-là, utilise ton gabarit puis ton facteur intimidation. Puis là, la ligne est dure à trouver. La ligne est dure à trouver, puis c'est encore plus en séries éliminatoires. C'est pas comme si tu dis, là, t'as manqué 6 ou 7 matchs au mois de novembre, puis là, tu vas avoir le temps, durant la saison, tu as un espace devant toi pour pouvoir te refamiliariser avec cette ligne-là, la maîtriser, puis de pouvoir trouver le juste milieu, rester discipliné, puis maximiser ta robustesse. Ça, c'est beaucoup en demander à Xhekaj, qui n'a jamais joué en séries éliminatoires, de pouvoir trouver, dès le premier match, cette ligne-là. Alors, c'est pour ça que je serais très surpris que Martin Saint-Louis se tourne vers lui en début de série. Il faudrait que les choses
aille vraiment pas dans ce sens-là pour le Canadien, qu'il soit pas... en fait, qu'il se fasse dominer physiquement puis qu'on a besoin de réagir par rapport à ça. T'sais. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il deviendrait une solution de rechange à Struble. Parce que je pense que Savard, ils vont... Ne serait-ce que pour ces minutes en infériorité numérique, je m'attends à ce qu'il reste dans l'alignement. T'sais. Mais pour le reste, Martin Saint-Louis, de la manière... je pense que l'alignement qu'on a vu dans le dernier match, c'est celui avec lequel il va aller jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que là, il a un alignement en santé. Puis dans un match qui comptait le plus, ben, il a jugé que c'était ça. Sa meilleure équipe, sa meilleure formule, c'était celle-là. Alors d'avoir Demidov avec Newhook et Laine, je pense que ça va demeurer. D'avoir Heinemann sur le 4e trio, puis d'avoir Struble et Savard sur le 3e duo en défense. Et la composition du trio de Laine, Demidov, Newhook fait en sorte que, aussitôt que le Canadien se retrouve avec une avance à protéger ou dans une situation où il faut être bon défensivement, ce trio-là est retiré. Il y a Newhook qui continue à jouer, mais les deux autres vont rester assis sur le banc. Là. C'est exactement ce qu'on a vu contre les Hurricanes mercredi. Oui. Et écoute, ça va peut-être être un facteur X dans cette série-là, Demidov. Là. Lui, il débarque là, il est un peu... la naïveté, des fois, l'inconnu, ça fait en sorte... lui, il arrive, puis il joue au hockey, puis il va jouer contre Alex Ovechkin, probablement, qui est une de ses idoles de jeunesse et tout ça, puis il va peut-être marquer des gros buts. Là, ils ont été nombreux à rappeler que l'impact que Caulfield avait eu, c'est quand même... c'est ça, c'est non négligeable, puis on vient d'en être témoin, là, ça fait pas si longtemps. Oui, l'histoire du Canadien est parsemée de gars qui ont été rappelés... Claude Lemieux. Ouais. Cette année-là, tout le monde. C'était pas l'année de Patrick Roy. C'est ça. Ouais. Claude Lemieux avait sauvé les meubles contre les Whalers d'Hartford dans un match ultime, si ma mémoire est bonne. Fait que c'est ça. Les jeunes, des fois, qui n'ont pas souffert toute la saison, qui ne sont pas encore formatés au diapason avec la Ligue nationale, peuvent jouer les tours de fête dans ces séries-là. La candeur, ça peut être un outil. Qu'est-ce que vous avez pensé, justement? Moi, je rigolais après le match. Je me disais, dans le prochain balado, Demidov, je vais l'appeler Monsieur Invisible, parce il s'était tellement mis en vedette dans le premier match. Puis comme tu disais, Martin, on ne l'a pas vu en 3e. C'est pas de sa faute, évidemment. Peu en 2e, mais une présence en 3e de mémoire. Ouais. C'est exactement ça, ouais. C'est ça. C'est embêtant, ça. Tu dis, si les Canadiens ont une avance à protéger, on les verra pas. C'est pas... c'est pas l'idéal. Là, quand tu as un trio complet là, moi, que je tu pense peux pas... Je suis pas sûr que c'est systématiquement ce qui va arriver. Là, c'est le dernier match. Là, c'était do or die contre les Hurricanes de la Caroline. Il y avait des gestes que Martin Saint-Louis jugeait qu'il devait absolument poser. Dans une série 4-7, dans 3 de ces matchs-là, il y a un lendemain. Alors, c'est bon, ça. Ben, c'est parce que... Non, mais sinon, si tu dis, quand on a l'avance, on le fera pas jouer... Puis on craint, si on a besoin de combler un déficit, il faudrait surtout pas se faire donner un autre but. Fait que faisons attention à l'utilisation qu'on en fait. Moi, honnêtement, Demidov, c'est sûr qu'il vient d'arriver, mais il m'a pas apparu comme étant un trou noir défensif non plus. Là, il est relativement impliqué. Il y a eu un but face aux Blackhawks où les choses ont mal été. Je pense que son repli défensif, il se l'est fait dire. Là. Mais de manière générale... Tu vois qu'il est allumé. Là, c'est ça. Puis, c'est un joueur de hockey, là, on s'entend, il ne débarque pas de nulle part. Là. C'est un joueur de hockey d'élite qui aurait pu être un premier choix au total. Là. Il sait jouer au hockey. Il y a des choses qui vont lui échapper. Il n'est pas parfait, mais il sait jouer au hockey. Là. Puis de toute façon, là, le Canadien est là, ça va avoir l'air cucu, là, mais le Canadien est là pour prendre de l'expérience. C'est le fun s'il gagne, mais il est là en ce moment... pour donner du millage à ces jeunes joueurs dans une circonstance qui est inespérée. Fait que utilisez-le, Demidov, mettez-le dans ce bain-là tout de suite, parce que c'est quelque chose qui va payer aussi l'année prochaine, puis pour la suite des choses. Je reviens un peu sur le thème là, de la rugosité, puis je me sers de Lane Hudson pour le faire. J'espère qu'il m'en tiendra pas rigueur. Des petits défenseurs offensifs, je pense pas. des petits défenseurs qui... sont
éblouissants en saison régulière et qui n'ont pas le même éclat en séries éliminatoires. Combien pouvez-vous m'en nommer? Quinn Hughes en C'est est ça. là, mais Non, mais c'est parce que la façon de jouer aussi en séries éliminatoires n'est pas, tu sais, c'est à partir de la première minute du jeu, on limite les erreurs, on simplifie le jeu, on termine les mises en échec. Et c'est la même chose, je pense, avec Fox, avec les Rangers. Là, quand ils sont en séries éliminatoires, la production offensive baisse un peu parce que la façon de jouer est comme ça, puis c'est très hermétique. Puis on attend les erreurs, puis on est patient. Fait que Lane Hutson, on va probablement moins le voir offensivement. Enfin, on va avoir la réponse à cette question-là. En avantage numérique, il va faire son truc, puis il va faire ce qu'il a à faire, mais à 5 contre 5, il va se conformer au moule. Là, on ne le verra pas partir à gauche, à droite. Parlant de 5 contre 5, Lane Hutson, depuis le tournoi des 4 nations, a le meilleur différentiel de la Ligue nationale, à plus 18, à égalité avec Robert Thomas. Fait qu'il a fini la saison, là, je pense, à -2 à cause de la quantité de buts de l'adversaire quand le Canadien avait retiré son gardien. Ça compte contre un -1. Quand tu te fais... Ça devrait pas. Je comprends pas. C'est n'importe quoi. Ça c'est devrait vraiment pas n'importe quoi. C'est pas juste. Mais, il n'y a pas de gardien. Mais tu ôtes tous ces buts-là qui ont été marqués dans un filet désert, puis il finit avec un différentiel positif. Mais là, peu importe, filet désert ou non, en toutes circonstances, là, il finit à plus 18 après le tournoi des 4 nations. Donc, il y a quand même, au moment où la saison se jouait pour le Canadien, il s'est dressé, puis il a eu un gros impact. Tu mentionnais le fait qu'il a quand même égalé la marque de Larry Murphy. C'est drôle parce qu'on en a parlé pendant des semaines. Puis là, c'est arrivé. C'est arrivé, puis là, c'est comme... Mais moi, c'est symptomatique de quelque chose, par exemple. Ça prouve à quel point... les exploits individuels, en ce moment, c'est pas important. Parce que même si on aurait voulu en parler puis qu'on se disait, mais là, c'est quand même significatif. Ouais. Où est-ce que tu consacres du temps dans la grandeur des choses? Honnêtement, dans mon texte, le soir du match, j'ai fini mon texte, je dis, j'ai pas parlé de Lane Hutson. Fait que là, j'allais voir, j'ai dit, OK, là, sur la photo que j'ai choisie, il est à gauche. On voit pas sa face, mais on le voit au numéro 48. Fait que la légende de la photo a mentionné le fait qu'il avait égalé la marque de Larry Murphy. Je me dis, au moins, je l'ai placé à quelque part. J'ai réussi à y trouver une place. Mais c'est ça. Je pense que c'est symptomatique. En ce moment, c'est pas à propos de l'individu. Ça doit pas l'être à propos d'Hutson. Ça doit pas l'être à propos de Demidov ni de personne. C'est à propos du groupe. Puis c'est eux qui doivent avoir la reconnaissance. Mais je trouve ça incroyable. Honnêtement, comme situation, c'est arrivé combien de fois qu'un joueur du Canadien égale un record vieux de 44 ans? Un jeune joueur qui arrive en plus. Là, puis, les partisans l'apprécient beaucoup. Puis, lorsqu'il est en possession de la rondelle, la foule est sur le bout de son siège et tout ça. Mais c'est un exploit. Moi, je trouve que c'est l'exploit de la saison le plus... sous-représenté. Sous-valorisé. Ouais. Bon, okay, donc, dorénavant, à chaque épisode, on va dire Lane Hutson, recordman du plus grand nombre de passes pour un défenseur recru. Mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, Marc-Antoine, sur le fait que les exploits individuels ont été un peu évacués. Moi, j'ai pas entendu parler une fois du fait que Cole Caulfield était à 3 buts du plateau des 40. Non. Pas une fois. Alors que, tu sais, dans des années passées, Pacioretty, on faisait le décompte et ci et ça, alors que, tu sais, c'est lui qui est passé le plus proche depuis Pacioretty. Mm-hmm. C'était l'histoire de la fin de saison dans ce temps-là. Cette année, il n'y en a pas du tout été. En général, il n'y a pas beaucoup été question de Cole Caulfield cette année, puis je trouve qu'il a joué du hockey exemplaire. Il y a des soirs où, malgré la production de Suzuki, j'avais l'impression qu'il y a des soirs où Martin Saint-Louis aime parler du pace, le rythme avec lequel son équipe joue. Il y a des soirs où je me disais, même au cœur de ses succès offensifs, je trouvais que Suzuki n'avait pas tout à fait ce rythme-là. Slafkovsky, il y a des soirs où c'était inquiétant. Mais Caulfield, match après match, la cadence avec laquelle il joue, la détermination, je trouve qu'il a joué du hockey de très, très haut niveau pour le Canadien cette année. Cette semaine, je pense que c'est face aux Blackhawks de Chicago, il a empêché un but par un repli défensif. Vraiment, il
sinon, le joueur des Hawks avait un but assuré, puis il lui a levé le bâton au dernier moment à cause d'un bon repli. Et dans le dernier match, il a distribué la rondelle. Des passes! Oh, ouais. Ouf! C'est le joueur... écoute, par rapport à ce qu'on annonçait quand il est arrivé ou ce qu'on savait de lui quand il est arrivé, il était reconnu comme un marqueur, c'était pas nécessairement un fabricant de jeu. Il fait plusieurs affaires. C'est incroyable. Le progrès, c'est devenu un joueur complet. Là. Ouais. Vraiment. Et de cette notion de s'améliorer constamment, avec l'empreinte Saint-Louis là-dessus, c'est absolument intéressant. OK, on va emballer ça, mais je veux revenir sur la rugosité parce que je pense que ça va être un élément important. Puis j'aimerais ça on se demande, ça viendra d'où la réponse du Canadien? Parce que si ça ne vient pas des joueurs qui n'étaient pas en uniforme... Ça a l'air d'être inquiété. Non, mais j'avais pas tant pensé, mais à la lumière de notre conversation, mais pas que ça m'inquiète, mais on s'entend que c'est un aspect important, puis que c'est pas c'est ça, corrigez-moi ou enfin recadrez-moi, mais c'est pas quelque chose qui fait partie tant de l'identité du Canadien, non? Oui. La robustesse, là où ça fait partie de l'identité du Canadien, c'est dans son échec avant, entre autres par le biais de Josh Anderson puis Emil Heinemann. Emil Heinemann, sa composante physique, c'est ce qui en fait en ce moment un joueur bien plus efficace à l'échelle de la Ligue nationale que Oliver Kapanen, par exemple. Je pense qu'Anderson va donner le ton physiquement, si c'est la chose qui te préoccupe. En séries éliminatoires, rappelons-nous, 2021, il avait été extraordinaire face aux Maple Leafs. Je pense qu'il a... Jake Muzzin, à l'époque, défenseur des Maple Leafs de Toronto, doit encore en faire des cauchemars parce que Anderson avait été sous son cas constamment. Puis pourtant, il avait juste marqué un but dans cette série-là, mais il avait été le joueur par excellence pratiquement de cette série-là, juste par le ton qu'il avait donné. Fait qu'on va le surveiller. Et par ailleurs, même s'il s'est mis dans l'eau chaude avec une mise en échec pas tardive, mais précoce, contre les Blackhawks, je pense que Caden Goulet a hâte de pouvoir étendre ses ailes puis montrer cette dimension-là de son jeu. C'est un vœu qu'il a exprimé depuis un bon moment, de dire à un moment donné, là, vous allez me voir m'impliquer davantage physiquement parce que c'est quelque chose qu'il a en lui, mais qu'il a toujours voulu gérer pour pas perdre son bon positionnement, pour pas sacrifier ça au péril de d'autres aspects de son jeu défensif. Mais là, je pense qu'il se sent prêt à pouvoir appliquer cette robustesse-là parce qu'il en est vraiment capable. C'était une facette importante de son jeu, entre autres dans le hockey junior. Et là, en séries éliminatoires, des fois, il y a des gars qui font ressortir de nouvelles dimensions de leur jeu, puis on dit « Ah, tiens, il y a ça ». Mais Goulet, il pourrait probablement être un gars qui apporte cette dimension robuste-là. Et il y a une statistique intéressante à propos du Canadien. On considère tous que c'est une petite équipe. Il y a plusieurs joueurs de 5 pieds 10 et moins dans cette équipe-là. Mais... les chiffres disent que c'est quand même la 8e équipe la plus lourde de la Ligue. Ouais. Ils sont pesants. C'est pas une équipe qui passe du temps dans les airs parce que les joueurs sont trop légers quand ils se font frapper. Là. Et Washington est la 6e plus grosse équipe de la Ligue. C'est quand même... le Canadien est capable de jouer contre des équipes lourdes. L'attitude de l'équipe, je trouve, a changé. Souvenez-vous, le camp d'entraînement, à quel point ça a été chaotique, là, où... les joueurs du Canadien se faisaient frapper puis en début de saison, puis on était toujours en réponse aux agressions de l'adversaire, puis le Canadien était rarement initiateur, et ça a changé. Ouais. Ça, c'est un trait de personnalité qui a changé chez le Canadien, où dans les bonnes séquences de l'équipe, on voyait l'équipe en échec avant, puis frapper, puis des contacts, des bons contacts physiques, là. Et des gars comme Anderson se sont appliqués à faire ça. Le trio de Jake Evans a travaillé en profondeur. Heinemann a été bon là-dedans. Il y a beaucoup de joueurs qui ont participé à ça. Les défenseurs aussi. Caden Goulet donne pas sa place. Struble aime ça donner des bonnes mises en échec. Savard se gêne pas. On va être correct. Lourdeur pour lourdeur, ça, mais c'est dans l'intention, c'est que si le noyau du Canadien est plus petit que celui des Capitals, et si on se met à cibler les 3-4 joueurs essentiels à cette équipe-là, il va falloir qu'il y ait un ajustement de ce côté-là. C'est juste ça, mais pour le reste, le Canadien est capable de jouer avec les Capitals. On s'entend pour dire que les Capitals sont favoris?
Bien sûr. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a un département où le Canadien a l'avantage? La réponse peut être non. Ben, si Logan Thompson ne joue pas, je pense que le Canadien a l'avantage devant le filet. Oui. Puis j'ai beaucoup de respect pour Charlie Lindgren, là, mais je pense que le Canadien a l'avantage devant le Et filet. si Logan Thompson joue? Mais là, il n'a pas joué depuis un mois. Je pense que pour quelques matchs, le Canadien va avoir l'avantage. Oui. Oui. Je suis pas d'accord avec ça. Ouais. Non, Voilà. Et c'est la position Est-ce clé. que c'est important? Mais, écoute, moi, je regarde ça. Là, cette série-là, et on dirait est une suite ou un remake de la série de 2010. Équipe Montréal, 8e place, Washington, 1e place. Washington, saison dominante, Canadien qualifié par la peau des dents en séries éliminatoires. Washington, la grosse machine et tout ça. Et ça avait pris une performance extraordinaire d'un gardien pour sortir de là. Alors, ça va peut-être prendre un printemps à Montembeault. Voilà. Oui, ma seule hésitation par rapport à cette comparaison-là, c'est qu'en 2010, c'était une équipe beaucoup plus aguerrie. Il y avait plus de vétérans. Le Canadien, oui. Oui. Alors, tandis que là, c'est une équipe qui est verte. Là. C'est la plus jeune équipe qui rentre en séries éliminatoires cette année. C'est encore, même à la fin de la saison, la deuxième plus jeune équipe de la Ligue nationale. Donc, t'as pas le même type d'expérience. C'est des gars des vétérans, des Gomez, des Gianta, des Hammerlick là, qui sont là, des Spacek, Camilleri. Il y a bien des gars qui étaient là, Travis Moen, bien des gars qui étaient des vétérans qui ont pu insuffler un certain sang-froid à cette équipe-là. Ça a aidé à l'époque. Mais ça avait été du rope-a-dope quand même. Ah, ça, oui. Ça, oui. Ça avait été spectaculaire. Alors, on verra. Des fois, il y a de la magie qui survient comme ça. Pour garder le thème de Harry Potter. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ben justement, on s'est inspiré de ce printemps 2010 pour la question du public via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. Après le printemps à Lac de 2010, nous vivrons un printemps... Complétez la phrase. Cette année, alors, un printemps sur Facebook Renault, un printemps beau. J'aime ça. Un printemps beau. C'est revenu à quelques reprises, mais c'est Renault qui est le porte-parole. Toujours sur Facebook, Éric, un printemps Slavkovski. Je l'attendais quand je vous demandais d'où viendra la robustesse. Vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas parlé. Non. Thomas sur Facebook, un printemps bref. Sur le Tube, on en a un dans le même genre. Sur le Tube, Alexis, un printemps court. Alex Desbiens, un printemps inattendu. Sur YouTube toujours. Et sur le Gram, Doudou, un printemps de tous les espoirs. J'ai pris ma grosse voix. Ben oui, absolument. Évidemment, on ne fera pas le tour de tous les autres duels, mais on en a identifié 3. Alors, un mot ou deux sur chacun de ces affrontements. Je vais commencer avec la bataille de l'Ontario. C'est pas pire, on est content. Évidemment, c'est un printemps le fun à Montréal, mais si c'était pas du Canadien, on aurait quand même ça, là. Un printemps, pas un printemps, mais une bataille de l'Ontario sur laquelle se planter les dents. Ça va être très intéressant. L'heure de vérité sonne pour Craig Berube. L'heure de vérité sonne. Là, il est arrivé là avec le mandat de redresser les insuccès de l'équipe. C'était pas en saison régulière. Les Maple Leafs ont eu une saison qui correspondait à leur standard. Mais là, le défi, c'est d'avoir des séries qui ne correspondent pas au standard des Maple Leafs. Ça va être intéressant parce que les Maple Leafs ont eu des problèmes contre les Sénateurs cette saison. Ça a été une bête noire pour eux. Les Sénateurs peuvent être très fatigants. Ça peut être très difficile mentalement de jouer contre eux. Il y a Brady Tkachuk qui n'a pas l'air d'être en forme maximale. Devant le filet, ça s'équivaut, je pense,
Fait que ça va être une série. Il y a toujours, les Maple Leafs trouvent toujours un moyen de saboter les choses, mais s'ils réussissent à sortir de ce premier tour-là puis à éviter le mélodrame de la sortie rapide, ils vont quand même, je pense, sortir de là avec des égratignures. Alors ça va être une série très, très intéressante. Première rencontre, première bataille de l'Ontario en série, je pense, en 21 ans. C'est 2004, je pense, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Donc, moi, en tout cas, j'ai hâte de voir. Je trouve que les Sénateurs sont un petit peu, ont la même candeur que le Canadien, de se retrouver là pour la première fois depuis longtemps. Puis, tu sais, c'est comme un nouvel appart, tu rentres qui est vide, puis c'est beau ici, puis bon, on va le décorer, mais ça va prendre du temps. Alors, j'ai hâte de voir Brady Tkachuk en séries éliminatoires. Je pense que c'est un gars, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais qu'il y a des joueurs qui ressortent une portion d'eux-mêmes, tu sais, de façon peut-être pas inattendue, mais qui s'élèvent en séries éliminatoires, je crois que c'est vraiment le profil de Brady Tkachuk à ce niveau-là. Cela étant dit, les Maple Leafs de Toronto, qui continuent d'être une menace offensive, a resserré beaucoup son jeu défensif cette année. Puis je pense que c'est à ce niveau-là qu'ils m'apparaissent mieux bâtis pour les séries que par les années précédentes. Ouais. Parce que là, c'est plus Morgan Riley et ses amis. Là c'est Morgan Riley. T'as Chris Tanev qui est là. T'as Brendan Carlo qui est là. Je sais que Oliver Ekman-Larsson et puis Jake McCabe étaient au jour le jour récemment, mais McCabe a patiné hier. C'est un bon défenseur défensif aussi. Simon Benoît a été une bonne acquisition pour eux autres. Vraiment, leur brigade défensive est beaucoup plus convaincante que par le passé. Devant le filet aussi, c'est deux options qui sont pas éprouvées, mais qui sont quand même d'assez bonne qualité. Stolarz a donné du bon gardien aux Maple Leafs cette année. Fait que, tu sais, somme toute, là, les Maple Leafs ont survécu au fait que Matthews a été éclopé durant toute la saison. Puis s'est traîné jusqu'à la fin de la saison envers et contre tout. Puis, tu sais, il m'arrive là en étant farouchement favori pour gagner cette série. Ouais. Non, mais construit et dirigé aussi différemment. Je sais pas pourquoi, mais c'est... À chaque printemps, on se disait les Leafs vont encore être les Leafs. J'ai pas ce pressentiment-là cette année. Tu sais, les partisans des Leafs ont beaucoup blâmé au cours des dernières années. Quand l'équipe se faisait éliminer, c'était toujours Matthews, Marner, Tavares a-t-il fait le travail? Nylander était pas mal celui qui ressortait le plus, mais on regardait toujours du côté de l'attaque, mais l'attaque, par définition, le niveau d'attaque diminue en séries éliminatoires. Il faut que tu trouves le moyen de gagner 2-1. En prolongation, des fois, en deuxième période de prolongation. Les Maple Leafs, cette année, 3e dans la Ligue nationale pour le nombre de buts accordés à 5 contre 5. Ça, c'est bon. C'est très, très bon. Ça, c'est solide. C'est un indicateur. Si tu continues à jouer comme ça en série, là, ça change les matchs que tu perdais par un but dans des moments décisifs. Ça peut faire changer ça. Oui, parce que si ta façon de jouer en séries éliminatoires n'est pas la même qu'en saison régulière, de se réinventer. Ben exactement. La formule de saison régulière des Leafs, c'était difficilement applicable en série. Là, on a la façon dont les Maple Leafs ont joué en saison régulière, c'est beaucoup plus répétable et plus convaincant en termes de succès possible en série. C'est tellement comme évident aujourd'hui que c'est étonnant que ça ait pris tant de temps avant qu'il fasse ces correctifs-là, qui n'étaient pas pourtant... C'était pas comme aller chercher un gars comme Austin Matthews. Il l'avait déjà. Mais il y a eu des ajustements en termes de personnel aussi qui ont été faits. Là, c'était pas, je pense que les intentions étaient probablement là aussi lors des dernières saisons, mais c'est ça. C'est plus réussi. Oui, mais le plafond salarial a quelque chose à y voir. Les années de plafond gelé a fait en sorte que les améliorations possibles qu'on aurait voulu apporter à la brigade défensive, ils n'ont pas pu le faire. Ouais. Ça a coûté à la profondeur de l'attaque, ça a coûté aussi à la défense. Tandis que là, ils ont pu investir un peu plus d'argent à ce niveau-là. Bon, il y a deux séries qui sont comme des finales d'association avant le temps. On ne parlera pas aujourd'hui de Dallas, Colorado. De toute façon, c'est assez difficile là, d'entrevoir qu'est-ce que ça va donner. Moi, enfin, c'est mon impression. Mais veux pas, la bataille de la Floride, c'est aussi dans l'association S, donc j'aimerais ça. Puis, est-ce que, par le passé, on a toujours eu un petit... c'est sûr que ce qui se passe à Tampa Bay, ça nous intéresse, de par le fait qu'il y a Julien Brisebois, entre autres, là, qui est le patron, là, puis qui a fait un boulot
fait un boulot assez remarquable. Et je le lis beaucoup à l'extérieur de Montréal. Ça passe pas inaperçu et ça explique pourquoi, même si c'est très serré, il y a quand même plusieurs observateurs qui donnent l'avantage au Lightning. Vas-y. Ben, quand tu regardes la façon dont les Panthers ont fini leur saison, ils avaient l'air de tirer la langue un peu. Puis le Lightning, lui, a fait encore de l'excellent travail pour pouvoir corriger une profondeur qui était déficiente. Je suis encore un petit peu sceptique en défense, mais ils ont roulé une bonne partie de l'année en ayant un extraordinaire top 6, puis des 3e, 4e trios, surtout leur 3e trio qui était vraiment so-so. Là, l'acquisition de Yanni Gourde a vraiment aidé. Il y a Olivier Bjorkstrand également qui traîne un bobo en ce moment. C'est un classique brise-bois, ça. Absolument. Je vais t'en faire, bouge pas, je vais t'en faire un 3e. T'attends un peu. Les séries dans 2 mois, t'attends un peu, je vais t'en faire un 3e trio. Voilà, c'est ça. C'est tout, j'ai fini. Tout. C'est fini. Il y avait comme... C'est parce que t'as fini ta phrase avec une virgule. C'est ça. C'est mon style. Alors, tu sais, je suis très rassuré par la qualité de la profondeur du Lightning depuis la date limite des transactions. Ça replace tout le monde dans la bonne chaise. Puis ils ont eu une saison sensationnelle, entre autres, de Brandon Hagel à 5 contre 5 en désavantage numérique. Probablement que son joueur de centre, Anthony Cirelli, va être finaliste au Trophée Selke, là, mais Hagel est pas loin derrière. Il a été dominant là, au point de vue défensif, en plus de contribuer à l'attaque. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé du Lightning cette année aussi, c'est la contribution de Ryan McDonagh. C'est drôle parce que il a été échangé dans les heures qui ont suivi leur conquête de la Coupe Stanley. Il est allé à Nashville. Puis là, quand Sergachev a été envoyé en Utah, ben là, on rapatrie McDonagh à moindre prix, mais il vient remplir un rôle qui, à ce stade-ci de sa carrière, et il est encore capable de rendre. Il a donné énormément de minutes au Lightning et fait en sorte que, ça a été un coup de baguette magique parce que ils étaient coincés au point de vue des dollars. Puis là, finalement, ils ont transformé... dans le fond, Julien Brisebois a échangé Sergachev contre J.J. Moser puis Ryan McDonagh. D'une certaine manière, c'est comme ça qu'il a réorganisé sa brigade défensive. C'est beaucoup plus convaincant. Là, tu as un top 4 très, très solide en défense. Puis en séries éliminatoires, si ton top 4 est là, le 3e duo, c'est moins important. Parce qu'on investit beaucoup sur les 4 premiers défenseurs, puis là, il les a. Et ce sont des adversaires qui se connaissent. Ça va être une bonne série. Il y a la proximité géographique, là, mais c'est des 2 équipes qui se sont affrontées 3 fois dans les 4 dernières années en série, si ma mémoire est bonne. 2 équipes qui ont goûté à la Coupe Stanley dans un passé récent. 2 équipes qui ont des vétérans qui connaissent les batailles de tranchées. Et 2 équipes qui ont des gardiens dominants. 2 gardiens dominants. Alors, ça va être... C'est l'équivalent... On peut presque dire que c'est l'équivalent d'une finale de la Coupe Stanley, si c'était pas cette série de premier tour-là, ou d'une finale de conférence. Ouais. OK, puis une petite dernière. On avait identifié dans l'Ouest Edmonton, Los Angeles. Edmonton parce que c'est Edmonton. Oui. C'est depuis 2-3 ans. Là. C'est quatrième affrontement consécutif entre ces 2 équipes-là en séries éliminatoires. Consécutif? Oui. Ah ouais. Et les Kings se sont inclinés à chaque fois. Et j'ai hâte de voir cette année parce que les Kings ont été dominants défensivement, absolument dominants. Et quand ils ont remporté la Coupe Stanley dans leur histoire, c'était avec leur défense, c'était pas avec leur attaque. C'est une des exceptions des 20 dernières années dans la Ligue nationale d'équipe purement défensive qui a gagné la Coupe Stanley. Et tu regardes la saison que les Oilers ont connue, ils n'ont pas été dominants dans rien collectivement. Là, tu regardes leur attaque est autour du top 10. Leur défense est autour top 13, 14. J'ai pas les chiffres exacts, mais je regardais ça rapidement ce matin. Oui, il y a Draisaitl. Oui, il y a Connor McDavid. Il y a Ekholm qui est blessé en défense. Un gros morceau pour eux et tout ça. Fait que... Et à un moment donné, je me dis, là, écoute,
écoute, les Kings doivent les attendre avec une brique, un fanal, puis je sais pas quel autre outil. Ils sont tannés. Quel autre outil de jardin, mais ils vont vouloir à un moment donné les frapper dans le front pour pas les manquer. Là, fait que ça va être une bagarre très, très relevée, j'ai l'impression. Moi, je trouve que la perte de Mattias Ekholm va être énorme. Est-ce que c'est du long terme? Est-ce qu'on... Ben là, il laisse flotter la possibilité que sa saison soit terminée. Là. Il est OK. Oui. Alors, c'est majeur. Puis quand il n'est pas là, Evan Bouchard n'est pas aussi efficace. Ses carences sont davantage exposées parce que c'est un gars qui est très, très axé sur l'offensive. Fait que si tu n'as pas la conscience défensive de Ekholm pour l'accompagner, ça devient beaucoup plus délicat. Puis je pense que ça va... je pense que les Kings risquent d'en profiter. D'autres bobos également, parce que Draisaitl a connu une saison extraordinaire, mais il a été un peu amoché également. McDavid, même affaire. Devant le filet, Stuart Skinner. Mais, tu sais... Ça, c'est ça. C'est récurrent à chaque printemps. Stuart Skinner, mais... Alors, tu sais, Martin parle de matchs de série qui se finissent 2-1. Là, ça peut... je verrais... Il y a un monde qui existe où les Kings remportent la série avec des matchs à bas pointage, surtout que leur gardien Darcy Kemper a une renaissance assez phénoménale cette année. Oui, tu fais bien de le mentionner. Moi qui ai déjà dit ici que les Capitals avaient obtenu Pierre-Luc Dubois en se débarrassant d'un problème. C'était pas faux, mais ce problème-là s'est transformé en... Ben, ça a fait l'affaire des deux équipes. C'est ça. Oui, c'est une bonne transaction. Donc, c'est quand même remarquable dans les deux cas. Là, c'était pas Happy Kemper. prévu. C'était pas prévu. Moi, je dirais simplement que quand le Canada a gagné la Coupe des 4 Nations, je me suis dit, ça, là, c'est l'impulsion qui va propulser McDavid en champion de la Coupe Stanley. OK. Je pensais que tu disais que c'était l'impulsion qui allait mettre fin à la disette de 32 ans du Canada. Dans le même ordre d'idée. Okay. Ouais, dans le même ordre d'idée. Alors, c'est ça. C'est une autre prophétie de l'idiot du village. Un gros merci à Milan sur Facebook qui a rappelé à mon bon souvenir l'existence du Dustin Penner-O-mètre. Je vous en glisse un mot là. On surveillera ça une fois que ça sera commencé. Il y a toujours un joueur qui, connaît un gros printemps, alors qu'il n'était pas tant attendu. Donc, on sortira le Dustin Penner-O-mètre. On n'avait pas, Jack, d'ailleurs, on avait fait quelque chose avec ça. On n'avait pas comme un indicatif ou soit on n'en a pas, c'est mais ça, il dit je vais regarder dans nos archives. Je pense qu'il y avait... mais ça date d'avant Penner. Parce que Chris Contos, ça avait été quelque chose. Non, c'est un concept qui date d'avant. Ça, c'est juste pas que... Di Pietro. Ben oui. Des gars de main. Mais il y en a toujours un, ou enfin, toujours quelque chose Fernando qui ressemble. Pisani. Exactement. Ouais. Mais c'est juste que le Pisani au mètre, ça sonne moins... on en aurait moins vendu. Le Penner au mètre, ouais. En tout cas... bon. Je suis curieux de voir sa forme. Vraiment? Non! Ouais, pense-y. OK. Qui gagne la coupe? Qui gagne la coupe? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Je vais te répondre par écrit plus tard aujourd'hui. Pas juste à moi. Non. À tout le monde. À tout le lectorat de... Pour vrai, c'est ça. Hein, parce que l'an passé, tu avais fait ça. Tu as développé un modèle. Oui, un modèle... infaillible. Un modèle statistique de la réingénierie. L'année dernière, ça a fonctionné. L'année dernière, le modèle me disait ce seront les Hurricanes de Caroline ou les Panthers qui vont remporter la Coupe Stanley. Ça s'était quand même bien passé. C'est une de ces deux équipes-là qui a gagné, souvenez-vous. Donc, apparaître plus tard aujourd'hui sur le... Je vais peut-être être complètement dans le champ cette année. C'est pas toi, c'est le modèle. Mais non, c'est le modèle, mais écoute, je pense... Quand c'est bon, c'est toi. Quand c'est pas bon, c'est le modèle. C'est le maudit modèle. C'est le maudit modèle. Alors, apparaître plus tard aujourd'hui sur le site web de Radio-Canada. Exact. Le maudit modèle par Martin Leclerc. Moi, j'aime bien les chances du gagnant de la série Dallas, Colorado. Ah! C'est bon, ça? Parfait. OK. Donc, on prend ça en note. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci beaucoup. Un grand plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur sportif au service des sports. Merci, Martin. Merci, messieurs. Bon voyage dans le sud, Marc-Antoine.
Jacques-Alexis Bernardin et il s'en va, vas-y, à l'entraînement. Jacques-Alexis Bernardin, le réalisateur de Tellement Hockey. Merci Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bonne série, bon printemps tout le monde. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.